Bonjour, alors c'est une définition très large. On a tendance parfois à avoir une vision, à mon avis, un peu étroite de l'écologie industrielle. Donc ici, l'écologie renvoie à l'écologie scientifique, c'est-à-dire la science qui étudie la dynamique de fonctionnement et d'évolution des systèmes vivants sur Terre. Donc c'est extrêmement large. Et cette science, elle est appliquée à un cas particulier d'écosystème qui est l'activité humaine, le système économique fait par les humains à l'intérieur de la biosphère, qu'on appelle le système industriel. Donc, l'écologie industrielle désigne la dynamique d'évolution du système industriel dans son ensemble. Et ça inclut, en plus naturellement des activités industrielles au sens traditionnel, ça inclut le tourisme, les services, les soins de santé, l'agriculture évidemment. En gros, ça inclut toutes les activités économiques dans le cadre de ce système économique particulier qu'on appelle le système industriel, mais qui est lui-même dépendant, et le sera évidemment toujours, d'un écosystème plus général qui est la biosphère. Donc, appliquer à un territoire, cette logique, c'est ce qu'on appelle une démarche d'écologie territoriale. Mais c'est donc une définition extrêmement large, mais qui en même temps a un but extrêmement opérationnel. C'est une des origines de l'écologie industrielle, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre des démarches de développement durable. Alors, je ne suis pas certain que ça fasse vraiment sens, quand on parle d'écologie industrielle et territoriale, de chercher à savoir qui est le meilleur ou qui n'est pas le meilleur, parce que ce sont des projets, des démarches qui sont très très dépendantes d'un contexte très spécifique et très particulier, par définition. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des profils, il y a des configurations typiques qu'on retrouve en différents endroits et qui ont des grandes similarités. Par exemple, évidemment, les territoires portuaires, les régions minières, les régions beaucoup plus urbanisées, les sites chimiques, les sites agricoles autour de ce qui est en train d'émerger qu'on appelle les bioraffineries, par exemple. Donc, il y a certains profils types d'écosystèmes industriels qui se ressemblent, qui sont similaires, mais ils ont quand même tous leurs particularités. Alors, je ne pense pas que c'est vraiment très utile ou pertinent de dire voilà qui est le meilleur en Europe. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien qu'un peu partout en Europe, et bien au-delà du reste, tous les territoires sont en train de s'interroger, de chercher à se renouveler et de s'adapter à l'évolution rapide à la fois de la globalisation économique et en même temps de l'évolution technologique et en même temps des contraintes environnementales et sur les ressources. Et donc, en fait, tous les territoires, qu'ils l'appellent l'écologie industrielle et territoriale ou qu'ils l'appellent autrement, c'est secondaire, sont dans cette démarche qui consiste à rechercher des nouveaux modèles de développement économique qui intègrent véritablement les enjeux environnementaux et notamment la question de la gestion des ressources. Alors il me semble qu'il y a vraiment deux facteurs clés. Évidemment, il y a les facteurs financiers, économiques, législatifs, réglementaires, enfin il y a toute une série de facteurs. Mais moi je vois vraiment deux facteurs clés. Le premier, vraiment le plus crucial, c'est la confiance. Par définition, une démarche d'écologie industrielle et territoriale suppose de nombreux acteurs et on ne peut rien faire si ces acteurs ne se font pas véritablement confiance. Et pour que cette confiance existe, il faut un processus, il faut une dynamique, il faut qu'il y ait une entité qui peut être une personne, un groupe de personnes, une entité privée, une entité publique, une association, une entreprise, peu importe, mais il faut qu'il y ait une entité qui en quelque sorte prenne soin du système. Ça veut dire qui regarde au-delà de son strict intérêt propre, mais qui cherche à enclencher et qui veille à maintenir une dynamique de collaboration entre toute une série d'acteurs extrêmement hétérogènes. Et donc ça, c'est un des éléments qui permet de construire cette confiance petit à petit. Après viennent s'ajouter d'autres paramètres comme les paramètres financiers, économiques, juridiques, etc. et politiques évidemment. Mais ce qui est vraiment crucial, c'est qu'il y ait cette confiance entre les partenaires et qu'ensuite, sur cette confiance, on puisse bâtir une véritable dynamique qui entraîne tout le monde dans une démarche collective. Et ça, à mon avis, c'est les deux ingrédients cruciaux et indispensables. Alors j'hésite entre poil à gratter et patate chaude. Parce qu'en fait, c'est une affaire compliquée. Ce qui est caractéristique de ces démarches de développement durable en général et d'écologie industrielle et territoriale en particulier, c'est que précisément il s'agit de sortir des silos, il s'agit de sortir des sentiers battus, il faut interconnecter des compétences extrêmement diverses, il faut que des gens qui d'habitude ne s'apprécient pas ou simplement s'ignorent commencent à collaborer. Bref, c'est tout ce qu'on appelle des démarches transversales ou systémiques.
Alors ça, il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont, c'est plutôt ennuyeux pour les départements RH traditionnels qui ont leurs fiches de projet bien définies. Il y a des fiches typiquement d'emploi, il y a des profils qu'on recherche. Et là, on est justement dans une logique différente. Bien sûr qu'on a besoin de gens qui ont une compétence, qu'elle soit juridique, technique, scientifique ou autre. Mais par-dessus ça, surtout ce qu'il faut, c'est des gens qui ont un profil, qui savent favoriser des collaborations, qui savent synthétiser, vulgariser des informations de nature très très différente, depuis des enjeux législatifs, financiers, économiques, de marketing, de communication et parfois très techniques, mais qui arrivent à intégrer tout ça en une démarche cohérente et un discours cohérent qui soit parlant à toute une série d'acteurs extrêmement hétérogènes. Donc, du point de vue du profil métier, on a vraiment besoin de gens très polyvalents, voire polymorphes, et c'est clair que c'est un défi pour les RH. Et ce que je constate depuis assez longtemps, c'est qu'il existe une demande vraiment du terrain qui dit qu'ils sentent qu'ils auraient besoin de profils un peu de ce genre, mais quand ils remontent vers leur département RH, ça ne correspond pas à des fiches déjà toutes faites. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une histoire un peu compliquée. Évidemment que petit à petit, c'est quelque chose qui va entrer, mais c'est ce profil de gens extrêmement polyvalents, en plus d'une compétence spécifique, mais à la limite, peu importe laquelle. Il faut évidemment une compétence de base, mais sur laquelle doit se greffer tout un savoir-faire et un savoir-être, notamment cette capacité à relier des gens très différents entre eux. Et en ce qui concerne les administrations, c'est un peu la même problématique. Pour les administrations, si on va un peu au-delà des belles paroles sur l'importance du développement durable, etc., les administrations aussi, comme les entreprises, elles aiment bien travailler par silos, par département, par section. Et là, on est dans une démarche qui va devoir brouiller un peu toutes ces cartes. Évidemment, pour des raisons simples d'organisation du travail, les départements, les silos, ils doivent rester d'une certaine manière, mais il faut absolument qu'ils deviennent poreux et qu'il y ait véritablement des échanges. Ça a aussi des enjeux en termes de pouvoir, que ce soit au sein de l'entreprise ou au sein des administrations. Et il y a un risque, évidemment, quand on est dans des démarches de ce type-là, c'est que personne ne se l'approprie et que du coup, ça devienne une démarche orpheline. D'où, une fois de plus, l'importance d'avoir une entité, ça peut être, comme je l'ai dit, une personne, un petit groupe de personnes, une institution publique ou privée, qui s'empare et qui vraiment porte le projet. Ça suppose en général qu'elle est soutenue par une véritable volonté politique ou une volonté au plus haut niveau de l'entreprise. Mais en ce qui concerne les RH, c'est véritablement un défi, c'est quelque chose petit à petit qui est en train de prendre forme. Ce qui est clair, c'est que ça n'entre pas dans les cadres habituels, préconçus des profils de poste. Alors là, on peut dire qu'il y a clairement un déficit du point de vue de la formation. Et là encore, il y a déjà une difficulté préliminaire à laquelle j'ai été confronté directement même en France, de faire reconnaître des formations qui vont dans ce sens-là, parce que typiquement ce sont des formations qui n'entrent pas dans le moule traditionnel des formations professionnalisantes, qui sont très focalisées sur un aspect très spécifique. Ici, on a besoin de former des généralistes, polyvalents, polycompétents, qui ont certainement au moins une compétence de base, si possible même plus, mais qui par-dessus rajoutent ces compétences qui consistent à avoir ces démarches transversales. Et donc là, il y a aussi un défi en termes de formation et la demande est loin d'être comblée. À vrai dire, on en est encore au stade où très souvent, il s'agit de formuler clairement la demande. Et on en est encore à un stade assez expérimental de ce point de vue-là, mais il est clair qu'il n'y a pas assez de formation par rapport à ce que j'appellerais la demande ou les besoins du terrain. Alors, toutes ces démarches qui consistent à mieux gérer les ressources à l'échelle d'un territoire, qui supposent donc qu'on collecte énormément de données sur les flux de matière, les flux d'énergie, les couches administratives qui vont avec, les cadres législatifs, les aspects financiers, les aspects éventuellement strictement économiques, etc. Tout ça, ça génère et ça nécessite des quantités énormes de données. Et alors justement, le numérique tombe en quelque sorte à point nommé par rapport à cette évolution qui s'est faite en parallèle, et on voit très bien que les deux convergent. C'est que si on veut pouvoir vraiment mettre en place des démarches de ce type, il faut avoir des systèmes de collecte, de gestion et surtout
d'analyse intelligente de ces données, parce que c'est bien joli de collecter des données, mais surtout, ce qu'il faut, c'est avoir des systèmes ou des algorithmes ou des gens simplement qui savent bien comment extraire les signaux pertinents et tirer les bonnes conclusions de ces données. Donc de ce point de vue-là, le numérique agit clairement comme un accélérateur, un facilitateur de ces démarches. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect positif. Il y a un aspect quand même plus problématique, c'est qu'on voit bien que le numérique est en train de bouleverser un peu tout. Donc on entre dans une phase d'incertitude ou de turbulence potentielle. Mais alors je dirais, d'une manière générale, justement, les démarches d'écologie territoriale qui se caractérisent par une approche ouverte, par une approche réceptive à la nouveauté, qui a cette caractéristique qu'ont les écosystèmes naturels, qui est d'être résilients et de s'adapter à des nouvelles conditions, peut aussi être utile, puisque ça suppose qu'il y a de nouveau un groupe de personnes, accompagnées par des institutions, qui est à l'écoute des nouveautés, des nouvelles pratiques, et qui réfléchit surtout en termes de bien public pour un territoire donné. Donc là, il y a un défi véritablement à relever par rapport à la numérisation massive qui est en train d'arriver, mais d'un autre côté, il est clair que la numérisation va rendre possible un approfondissement des démarches d'écologie territoriale.